Comment ça s'est passé pour moi après le vaccin Covid? Alors, donc en 2021, il y a 4 ans, donc j'ai fait ma deuxième injection de vaccin Moderna et quasiment le lendemain matin, enfin 36 heures après, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, en plus des effets secondaires annoncés qui étaient la fièvre, la fatigue. Voilà, j'ai eu un réveil très très compliqué et j'entendais plus grand chose de mon oreille gauche, elle était complètement bouchée, je percevais un sifflement. Enfin, c'était vraiment bizarre, et cette sensation surtout d'oreille bouchée, de nez bouché, que du côté gauche. Bon, je me suis pas inquiété parce que on était prévenu qu'il y aurait certainement, voilà, ça serait un petit peu compliqué. La pharmacienne qui m'avait vacciné m'avait dit, bon bah voilà, prenez en préventif même un Doliprane au cas où. Ce que j'ai fait. Et puis au fil des heures, des jours, bon bah j'ai bien senti que les choses se dégradaient. Ce sifflement qui était au départ assez faible devenait de plus en plus puissant dans mon oreille. Et puis j'étais un petit peu vertigineux, enfin, j'avais des choses qui n'allaient pas comme d'habitude. Donc je ne me suis pas inquiété outre mesure, c'est vraiment à partir d'une semaine, voire 10 jours, que comme les choses ne passaient pas du tout, et même continuaient à augmenter, bon là je suis retourné à la pharmacie, j'ai posé des questions. J'avais remarqué aussi que j'avais des petits vaisseaux qui éclataient dans l'œil, ce qui m'arrive jamais d'habitude, sauf quand on a une poussière ou quelque chose comme ça. Quand on a l'œil rouge, quoi. Mais là, c'était pas ça, c'était vraiment, je me réveillais avec les yeux rouges, tantôt l'œil gauche, tantôt l'œil droit. Et à la pharmacie, bien sûr, à chaque fois, on me rassurait, on me disait « Oh non, faut pas s'inquiéter, ça va passer, c'est normal. » Voilà. Et vous m'avez dit que la pharmacienne vous avait prévenu des effets secondaires. Et est-ce que parmi la liste des effets secondaires dont vous aviez été prévenu, est-ce que celui que vous avez subi faisait partie de cette liste, ou est-ce que c'était un effet secondaire qui était inconnu? Alors, est-ce que les problèmes auditifs consécutifs à une injection de vaccin Covid étaient connus, référencés, répertoriés à l'époque de l'injection? À ma connaissance, non, puisque à la pharmacie où l'on m'a vacciné, on m'avait bien dit que c'était pas possible que ce soit lié au vaccin parce que c'était pas dans la notice, quoi. Alors déjà, moi, j'ai pas eu le réflexe de demander à voir la notice parce que ça aurait peut-être été intéressant. Déjà, est-ce qu'il y avait vraiment une notice? Finalement, j'en suis pas si sûr aujourd'hui avec le recul. Mais ces effets auditifs, bon, n'était pas forcément, en tout cas je n'étais pas averti, mais moi voilà, j'ai eu un avertissement exclusivement par rapport à la fièvre, à la fatigue, à la douleur au point d'injection, mais bon ça c'est pas quelque chose qui me préoccupait. Non, là vraiment j'avais l'impression que quelque chose avait brutalement changé, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Si vous voulez, j'avais reçu la première dose peut-être un mois et demi avant, et il s'était rien passé, enfin tout était normal. Donc là c'était vraiment différent, il y avait quelque chose qui se passait, et de jour en jour je sentais que ça augmentait, donc ça m'inquiétait. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire ce vaccin? Alors pourquoi est-ce que je me suis fait vacciner? Bon, j'ai envie de répondre que c'est finalement une question assez personnelle, mais moi au départ c'est tellement désuet aujourd'hui de dire qu'on n'est pas anti-vax, parce que dès qu'à l'époque c'était, enfin on s'en souvient tous, c'était totalement, enfin un débat totalement enflammé et vraiment compliqué. Les gens se tapaient limite dessus, se brouillaient pour ces questions. Moi, j'ai reçu tous mes vaccins les plus importants, enfin les vaccins obligatoires depuis que je suis petit. Et j'ai fait des rappels, enfin voilà, je me suis jamais tellement posé de questions par rapport à ça. Bon, étant d'une famille quand même avec un milieu médical assez conséquent, je savais que les effets secondaires existaient, mais c'est toujours pareil.
C'est comme les accidents graves, ça n'arrive qu'aux autres, quoi. Et puis, donc j'avais quand même une certaine appréhension, hein, parce que forcément, quand on vous a répété toute votre vie qu'un vaccin, il faut 10 à 15 ans pour le mettre au point, et puis que là, même pas 9 mois, on vous sort un produit qui est supposé vous protéger de la même façon qu'un vaccin classique, bon, bah forcément, vous vous posez des questions, vous avez envie d'attendre, de remettre à plus tard, de faire patienter le plus possible, de pousser le bouchon le plus loin possible pour essayer de passer au travers. Et puis, bah, vous comprenez que finalement, ça va être très compliqué parce que il va falloir, dans le cadre de votre travail, peut-être vous faire vacciner si vous faites des déplacements d'une région à une autre, ce qui était potentiellement mon cas. Et la pression sociale, il y a beaucoup de choses qui font que... Alors, bien sûr, on réagit pas tous de la même façon face à des enjeux comme celui-ci. Moi, par principe, je respecte les décisions des autres et pour mon propre corps, j'avais pas envie de faire n'importe quoi non plus, si vous voulez. On nous a tellement inquiétés avec le Covid à nous présenter, alors même si j'essayais de rester loin de tout ça, on nous a quand même beaucoup inquiétés délibérément, hein, on le sait maintenant, en nous annonçant des centaines de morts quotidiens, en nous faisant comprendre que, voilà. Moi, ce que j'avais pressenti quand même, c'est que depuis la première vague de Covid, où les gens mouraient apparemment en masse, enfin essentiellement les personnes âgées quand même, depuis que Omicron était arrivé, parce que je crois qu'on était en 2021, il y avait déjà beaucoup moins de gens, enfin on parlait beaucoup moins de tous ces décès. En gros, on attendait le vaccin et puis on allait voir que ça allait potentiellement peut-être éradiquer l'épidémie. En fait, rien de tout ça ne s'est passé, évidemment. Mais j'en reviens à la question, pourquoi je me suis fait vacciner? Ben voilà, c'est tout un concours de circonstances qui fait que ça s'est présenté naturellement. Je ne me suis pas trop posé de questions, un petit peu quand même au début, et puis comme beaucoup de monde, ben, j'y suis allé. C'est donc un choix personnel, personne ne vous a mis la pression dans votre entourage? Alors, est-ce que on m'a obligé, est-ce qu'on m'a forcé, ou est-ce que c'est une décision qui venait de moi? Clairement, c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a eu la pression, et inconsciemment ça joue, parce qu'au bout d'un moment, moi je suis quand même quelqu'un qui recherche les liens sociaux, enfin comme la plupart des gens, j'ai pas envie de vivre en ermite et isolé dans mon coin, donc forcément au bout d'un moment, vous subissez ça, et même en essayant de résister, par rapport à moi-même, c'était compliqué. Donc voilà, je me suis fait vacciner. Vous avez parlé de l'impact du vaccin sur votre audition. Vous êtes programmeur. A priori, l'audition n'a pas de fonction à jouer dans la programmation. Est-ce que cet effet secondaire a eu un impact négatif sur votre vie quotidienne, sur votre travail? Alors, quelles ont été les conséquences de l'injection anti-Covid sur ma vie professionnelle? Bah écoutez, absolument, dès les premiers jours en fait, j'ai essayé de retourner travailler et c'était impossible de me concentrer parce que c'était entièrement nouveau pour moi, hein. Je n'avais jamais subi de problème auditif auparavant et le sifflement était très fort, très violent, mais vraiment ça croissait de jour en jour et je n'arrivais plus à me concentrer, je m'inquiétais, c'est terriblement anxiogène quoi, quand vous avez ce sifflement dans la tête que vous ne pouvez pas arrêter, vous ne savez pas si... Enfin, en général, quand vous avez un symptôme comme ça, ça peut être potentiellement grave, quoi. Quand vous imaginez un son très aigu, c'était ça en fait, c'était une fréquence très élevée. Donc impossible pour moi de me concentrer, impossible de penser à autre chose qu'à ça. J'avais que ça en tête, la nuit, le jour, je dormais de moins en moins. C'était entièrement nouveau, donc j'essayais de me renseigner. Je me faisais rejeter, faut le dire, hein, de cette façon par le monde médical d'une façon assez éhontée. Enfin, avec le recul, ça n'excuse rien. Je veux dire, un médecin doit vous écouter, et moi, on me disait toujours que c'était dans ma tête. Je généralise, hein. Heureusement, il y a des exceptions. Mon propre médecin, en l'occurrence, c'était vraiment quelqu'un de bien à ce niveau-là, mais il n'y avait pas que lui. Certains ORL que j'ai pu consulter à Dijon, par exemple, ont été vraiment odieux avec moi et m'ont accusé d'inventer des histoires, alors que vous pensez bien que
quel intérêt j'aurais pu avoir à inventer un truc pareil, sachant que je suis allé me faire vacciner, que j'avais tout intérêt à ce que les choses aillent bien, comme pour tout le monde. Enfin, le but de ce vaccin, c'était soi-disant de nous protéger. Donc pourquoi est-ce que j'aurais inventé tout ça? Pourquoi? Voilà. Moi, ce qui m'a obsédé, en fait, c'était le lien temporel très court entre l'injection et ce qui s'est passé. Parce que c'est pas, si vous voulez, comme s'il s'était écoulé 3 semaines, 1 mois, où là, j'aurais peut-être pas fait le lien, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément fait le lien. On sait avec le recul que c'était possible que les effets secondaires se déclarent 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois, voire davantage après l'injection. Mais dans mon cas, c'était évident que le vaccin avait changé quelque chose. Et dans mon travail, d'ailleurs, j'en ai tout de suite parlé, sur mon lieu de travail. Les personnes ont tout de suite bien vu que j'étais pas du tout dans mon état normal quand je suis revenu, et puis j'ai été arrêté très rapidement, en fait. Voilà. Et puis je suis resté seul avec mon problème, à essayer de trouver des solutions, trouver des explications, parce que c'est toujours important de comprendre. Mais voilà, travailler dans ces conditions, c'était plus possible. Et pourtant, c'est un handicap invisible. Donc les gens me disaient, en plus c'était l'été, j'étais peut-être un peu bronzé, les gens me disaient « Ah bah t'as l'air d'aller bien et tout », bah non, je vais pas bien du tout. Du coup, je reste pas travailler, au revoir, quoi. Voilà. Et vous avez parlé de la façon dont les médecins vous ont traité parfois sans considération. Est-ce que vous avez eu un soutien de la part de l'État, des organismes qui sont censés recenser les effets secondaires? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été entrepris par l'État ou les organismes médicaux, les organismes de santé pour vous aider et vous accompagner? Alors, est-ce que les structures médicales, sociales existantes m'ont aidé à essayer de surmonter cette épreuve? Parce que bon, j'ai parlé du monde médical, mais il y a aussi effectivement toute cette administration sanitaire, on va dire. Alors, je suis assez partagé. Il y a eu des gens vraiment très bien qui ont essayé de m'aider à la MSA. Il y a eu également, donc je disais tout à l'heure, des médecins. J'ai passé pas mal de coups de fil. On me renvoyait en général à d'autres organismes, au sein desquels là aussi j'étais renvoyé. Et donc tout le monde jouait au ping-pong parce que personne ne savait en fait. C'était ça le problème. Les gens ne savaient pas. On leur avait mis dans la tête, comme à nous-mêmes, que le vaccin n'avait pas d'effet secondaire. En tout cas, c'était maîtrisé, il n'y avait pas de risque. C'était voilà. Et du coup, forcément, lorsque je contactais, moi j'ai appelé plein de gens, j'ai appelé l'AFSAPS, j'ai appelé l'ARS, j'ai appelé le centre de pharmacovigilance où j'avais fait ma déclaration. Alors ça, c'était un peu plus tard, parce qu'il faudra aussi que je vous explique rapidement que ma déclaration de pharmacovigilance, au départ, la pharmacienne m'a dit qu'elle l'avait fait. En fait, de quoi? Elle n'avait rien fait du tout. Elle avait dit ça pour me faire plaisir, pour essayer sans doute de me calmer. Et quand j'ai contacté le centre de pharmacovigilance 3 mois après ma 2e dose, on m'a dit « Monsieur, vous n'êtes pas connu ». Donc j'ai fait moi-même cette déclaration parce que on n'est jamais si bien servi que par soi-même dans ces moments-là. Mon médecin n'était pas forcément très disponible, je le voyais toujours en coup de vent, il ne savait plus quoi faire pour m'aider. Donc oui, j'ai eu des personnes compatissantes au bout du fil qui ont vraiment cherché à m'aider en me proposant de contacter des centres spécialisés dans les maladies rares, des choses, mais enfin ça partait vraiment dans tous les sens. On sentait que personne n'était prêt, si vous voulez, à gérer ces situations. Ça par contre pour l'organisation, les vaccinodromes, toutes les questions d'organisation en amont, apparemment les choses ont été bien pensées, en tout cas préparées, mais pour le service après-vente, si je peux m'exprimer ainsi, c'était beaucoup moins le cas, puisque par définition, il n'y avait pas d'effet secondaire. Et moi, je considérais dès le début que ce qui m'arrivait, c'était un effet secondaire du vaccin. Bon, ça s'est confirmé, mais j'ai pas trouvé le soutien sur lequel j'aurais aimé pouvoir compter. La pharmacovigilance, c'est quelque chose de passif. C'est vous qui les contactez pour leur dire que ça va pas. C'est jamais eux qui vous appellent tous les 15 jours qui font un suivi en vous demandant comment ça va, voyez, ou qui vous font des examens. Non. Si vous vous manifestez pas, vous n'existez pas pour eux. Donc tout ça, il faut le comprendre. Au début, c'est pas évident à admettre.
l'ARS, les organismes étatiques et de santé, donc a priori n'étaient pas au rendez-vous. Comment est-ce que vous avez fait, vers quoi vous vous êtes tourné, vers qui vous vous êtes tourné pour trouver ce soutien, cette aide que vous n'avez pas eu, que vous n'avez pas trouvé avec l'État et les organismes de santé? Alors, ma situation personnelle était grave, mais pas désespérée. C'est-à-dire que c'est vrai que j'allais pas bien. Bon, je suis toujours pas complètement remis, mais je vous expliquerai après que ça va quand même mieux, pour diverses raisons. Et j'ai trouvé justement des ressources en contactant, en essayant de trouver d'autres personnes dans le même cas que moi. C'est un petit peu l'instinct humain, je pense, parce que je pouvais pas imaginer une seconde que j'étais tout seul à subir ça. Pour moi, si vous voulez, c'était vraiment... En plus, les acouphènes, c'est quelque chose d'assez répandu, d'une façon générale. Mais là, c'était trop brutal, j'avais jamais rien eu avant. Il y avait cette concomitance avec cet événement, on ne se fait pas vacciner tous les jours, on n'a pas des problèmes auditifs qui se déclenchent tous les jours non plus. Donc ce rapprochement dans le temps de ces deux événements, c'était pour moi quelque chose de déterminant, une évidence qui me laissait penser qu'il y avait d'autres personnes dans le même cas que moi, c'était obligatoire. Et en fait, je ne me suis pas trompé, parce que j'ai créé un blog très rapidement, quelques 2-3 mois, fin 2021. Et les premiers jours, forcément, c'était un petit peu silencieux. J'ai raconté sur mon blog ce qui m'était arrivé. Et puis, j'ai eu un contact, une personne qui m'a envoyé un mail, pas très loin d'ailleurs. Et puis une autre, et puis de jour en jour, j'en avais, ça grossissait un petit peu. Le nombre de personnes qui parlaient des mêmes symptômes que les miens. Alors, pas forcément aussi rapidement, mais en tout cas, ça ressemblait beaucoup. Donc, si vous voulez, cette espèce d'émulation qui s'est créée, parce que quand on est plusieurs à subir, à souffrir des mêmes problèmes, forcément, ça vous redonne des forces, même si ça règle rien du tout au niveau des symptômes. Là, ça m'a apporté quand même, ça m'a conforté déjà dans mon idée que ce qui m'arrivait, c'était pas le fruit du hasard, c'était pas une coïncidence, parce que d'autres personnes que moi étaient concernées, et on a pu échanger très rapidement sur des sujets comme qui voir, on a cherché à savoir quelle injection on a eu, est-ce qu'on a eu un Pfizer, un Moderna, un AstraZeneca, etc. Donc tout de suite, on a commencé à faire des rapprochements, à se serrer les coudes, à partager des infos, et ça déjà, ça a été un premier soulagement, entre guillemets, parce que pour moi, les symptômes continuent à s'aggraver. Et donc, après avoir rencontré ces personnes, après avoir fait cette recherche pour trouver des gens qui étaient dans les mêmes conditions que vous, qui avaient suivi les mêmes effets secondaires que vous, comment vous en êtes arrivé à rencontrer l'association A Victimes? Alors, comment est-ce que j'ai rejoint A Victimes après ces premiers balbutiements de contact via mon blog? Eh bien, très rapidement, les quelques personnes que j'ai rencontrées fin 2021, on a décidé de constituer un collectif qu'on a baptisé du vaccin aux acouphènes, parce que c'était notre point commun, c'était ça, c'était le vaccin, et quelques heures, parfois quelques jours, quelques semaines après, la survenue d'acouphènes, très souvent violents, c'est pas des petits bruits parasites légers que vous entendez le soir au coucher. Non, c'était pas ça, c'était vraiment du costaud. Sinon, on ne se serait pas mis dans cet état-là, vous imaginez bien. Donc, on a constitué un collectif du vaccin aux acouphènes. Bon, j'étais un peu le moteur, donc j'ai enrichi mon blog, je l'ai mieux structuré, mieux présenté. Et on a commencé à faire un petit peu de bruit localement. France 3 Bourgogne c'est vraiment spontanément présenté pour écrire un article sur le sujet dans lequel j'ai témoigné, ainsi qu'une autre personne. Et ça a été vraiment le déclic, parce que cet article a été consulté des centaines de milliers de fois en quelques jours. Et d'ailleurs, ils m'avaient dit que c'était vraiment un des records d'audience. Bref, tout ça pour dire que c'était un sujet qui intéressait les gens. Puisqu'on n'en parlait nulle part, les effets secondaires n'existaient pas, il faut se rappeler de ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai reçu des centaines et des centaines
presque même des milliers de témoignages. En l'espace, quand il y a eu la publication de l'article de France 3 Bourgogne, j'ai reçu des messages de toute la France, quelquefois un message toutes les 3 minutes dans l'adresse mail qui était reliée à mon blog. Donc tout ça, c'était un petit peu, si vous voulez, la confirmation de ce qu'on pressentait. Parce qu'aux États-Unis, il se passait des choses. C'est ça aussi qu'il faut voir. Aux États-Unis, ils étaient quand même beaucoup plus enclins à parler de ce sujet. Et moi, j'avais vu des vidéos où il y avait des gens qui se plaignaient de problèmes auditifs graves suite au vaccin Covid, des gens qui étaient devenus sourds, des gens qui avaient des vertiges, des acouphènes, bien entendu, c'était le symptôme le plus fréquent. Donc, voilà, on a un petit peu fait de bruit au niveau régional, et puis même au niveau, dans certains médias un petit peu moins frileux que d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça a permis, je pense, de créer des rapprochements, parce qu'en parallèle de ça, de ce qui se passait au niveau des problèmes auditifs post-vaccinaux, il y avait dans un département voisin un certain Mathieu Dubois qui avait créé son association avec Mélanie Maupas, la vice-présidente, qui est gravement malade aujourd'hui. Et Mathieu, lui aussi, était lourdement touché. Alors, pas comme moi, lui, il n'avait pas des effets secondaires auditifs, il avait des problèmes neurologiques, des douleurs brutalement apparues après une injection Moderna. On s'est rapidement vu parce que, on avait des points communs, on est rentré en contact, on a discuté, on a vu qu'on voyait vraiment les choses de la même façon, on avait envie de mettre en avant le côté humain, si vous voulez, parce qu'on en avait marre justement d'être considérés comme des formulaires et puis de savoir que on était un code barre pour pouvoir rentrer dans certains lieux et tout. On en a eu marre de ça. Les gens, ils avaient besoin d'être soutenus humainement et de ne pas se heurter justement à des administrations ou à un monde médical incrédule. Donc avec Mathieu, on s'est rapprochés et puis moi j'ai décidé assez rapidement, fin 2022, peut-être même un petit peu plus tard, je continuais mes activités en parallèle au sein du collectif du vaccin aux acouphènes et Mathieu dans son association, puis finalement on a fusionné en 2023, c'était le plus raisonnable, plutôt que de refaire la même chose chacun de notre côté. Voilà, on avait la même approche. Vous avez parlé de France 3 Région qui est venu faire un article apparemment positif puisqu'il vous a permis d'avoir accès à un grand nombre de personnes qui avaient les mêmes problèmes. Pendant la crise Covid, on a beaucoup eu de conflits entre médias alternatifs et médias mainstream. Est-ce que vous considérez que dans votre cas, en tout cas, les médias publics France Télévisions ont fait un boulot positif et vous ont soutenu? Alors, que penser de l'attitude des médias traditionnels, on va dire, mainstream, pendant toute cette période, en particulier donc à partir du moment où la campagne de vaccination a démarré? J'avoue que j'étais très agréablement surpris par certains reportages de France 3 Région. Je dis bien France 3 Région parce qu'il y en a eu beaucoup. Pratiquement chaque région France 3 a fait quelque chose sur les effets secondaires des vaccins. Et ça m'a beaucoup étonné que ce ne soit pas repris au niveau national et que ça ne soit pas... Parce que souvent, on remarque que dans les médias, on ne va pas parler de ça en particulier, mais souvent ça part d'un sujet régional et puis c'est repris au niveau national et puis voilà, ça peut monter en épingle comme ça. Et là, c'était pas le cas. Donc, sans imaginer midi à 14h, je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai vraiment profité de cette notoriété entre guillemets qui était liée au reportage, au sujet tourné par France 3 Bourgogne. Et dans d'autres régions, ça s'est passé aussi comme ça. Ça s'est passé également comme ça pour Mathieu en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous expliquez pourquoi, j'en sais rien, parce que c'est pas, moi j'évolue pas dans ce milieu. Il y a certainement de bonnes raisons, des raisons qui font que si ces sujets ont été traités au niveau régional, peut-être qu'on souhaitait que ça ne reste qu'au niveau régional. C'était peut-être une façon aussi, moi j'ai vu ça un petit peu comme une espèce de soupape de sécurité, en disant vous voyez quand même on parle des effets secondaires, mais ça reste très localisé quoi. C'est-à-dire que si vous êtes en Normandie et qu'il y a quelqu'un qui a eu des problèmes à Nice, vous serez jamais au courant. C'est le sentiment que j'ai eu, ça vaut ce que ça vaut. Et
Vous avez parlé un peu plus tôt du fait que vos problèmes auditifs s'amélioraient. Comment est-ce que vous voyez la suite? Donc, est-ce que les choses se sont améliorées dans mon cas après ce qui m'est arrivé suite à l'injection? Donc, pour vous expliquer plus précisément, donc mon grand souci après la deuxième dose et le début de mes problèmes auditifs, c'était d'avoir un diagnostic, parce que personne ne savait ce qui m'arrivait. Les acouphènes, ça peut être causé par des dizaines, voire peut-être même des centaines de causes différentes, que ça peut être des problèmes physiques, des problèmes neurosensoriels, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que, et à chaque fois que j'allais voir un nouvel ORL, il me sortait un nouveau diagnostic. Donc, parce qu'il ne savait pas en fait, il y avait beaucoup de symptômes, ça partait dans tous les sens. Donc j'ai finalement, alors là vraiment je me suis investi à tout point de vue, que ce soit au niveau personnel, parce que de toute façon j'étais pratiquement en arrêt maladie très souvent, enfin je l'ai été très longtemps, donc ça me permettait aussi de faire des déplacements, d'aller voir des spécialistes parfois loin, en France. Je suis allé en particulier à la clinique de l'audition à Béziers, où là on m'a trouvé ce qu'on appelle un syndrome de Minor. C'est une pathologie qui existe, qui est connue, très rare. Et un autre ORL m'a trouvé une béance tubaire, c'est une anomalie de la trompe d'Eustache. Tout ça c'est des choses que je n'avais pas du tout avant, ou alors c'était dormant. Mais il était clair que le vaccin a une action de catalyseur, si vous voulez, de déclencheur de ces problèmes. C'est le cas de beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a eu des études qui sont sorties sur les problèmes auditifs post-vaccinaux, des études intéressantes faites aux États-Unis, qui ont mis en évidence le fait que les personnes qui ont eu des acouphènes suite aux injections Covid avaient potentiellement certaines particularités au niveau auditif, mais qui étaient asymptomatiques. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir que ça peut... alors, il y a des gens qui ont des pathologies déclenchées ex nihilo, mais il y a d'autres comme moi qui avaient peut-être une particularité, c'est pas forcément peut-être, c'est même sûr. J'ai appris que j'avais une finesse de l'os au niveau de l'oreille gauche qui était un peu anormale. Enfin, dans tous les cas, même si elle était asymptomatique, elle m'empêchait pas du tout de vivre et j'aurais pu peut-être passer toute ma vie sans jamais avoir de problème. Peut-être si j'avais eu un choc, un accident de moto, ou voilà. Mais là, c'était pas le cas. Donc, là, j'ai un trou, je suis désolé, il faudrait que vous coupiez, je ne sais plus de quoi on parlait. Pas de souci. Je vous demandais, je vous disais que vous m'avez dit que vous... Voilà, que j'allais mieux, voilà. Voilà, donc, je peux reprendre. Donc, je vous ai expliqué tout ça, ces diagnostics, parce que ça m'a permis d'avancer vers une piste thérapeutique. Évidemment, c'était le but, parce qu'on vous dit souvent « Oh, les acouphènes, il n'y a rien à faire, il faut s'habituer ». Bon, il y a des gens qui mettent fin à leur jour à cause des acouphènes, il faut le savoir. Moi, c'était terrible. Je veux dire, les premiers temps, mais j'avais vraiment du mal. J'ai été mis sous antidépresseurs, j'ai été vraiment pris en charge, heureusement. Psychologiquement, j'ai fait de l'auto-hypnose, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Ça m'a coûté de l'argent aussi parce que il n'y a pas vraiment d'aide sérieuse pour les personnes qui ont ces problèmes-là. Mais surtout, j'ai creusé la piste donc, de la pathologie qu'on m'avait diagnostiquée. Et donc j'ai décidé, c'est une opération assez lourde quand même, de l'oreille interne. Donc j'ai fait ça il y a bientôt 1 an. Et ça a permis de réduire mes symptômes, donc essentiellement les acouphènes, mais surtout l'autophonie, c'est-à-dire cette résonance que j'ai en permanence dès que je pose le pied par terre. Même j'entends mes battements de cils, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Quand vous êtes dans le bruit, dans la musique, c'est pas trop gênant, mais quand vous marchez dans la rue, vous entendez vos pas qui font boum dans votre tête, comme ça sur le trottoir, et vous êtes dans votre lit le soir, et quand vous clignez des yeux, vous entendez comme du vent. Voilà. Au bout d'un moment, vous avez l'impression que vous devenez fou, que vous n'allez pas surmonter ça. Donc j'ai fait ce choix de me faire opérer, parce que ça devenait vraiment insupportable. J'avais en permanence un vent dans la tête, plus les acouphènes avec le cœur qui tape. Donc j'ai pris cette décision, sachant que c'était risqué pour mon audition. Et voilà, j'ai été opéré par quelqu'un de vraiment compétent.
Et aujourd'hui, ça va mieux. Et j'ai cette chance par rapport à beaucoup de victimes d'effets secondaires qui, elles, n'ont toujours pas reçu de diagnostic ou alors qui ont connaissance d'une maladie mais pour laquelle il n'y a pas de traitement. Donc ça, de ce point de vue-là, je suis assez chanceux. Je vais mieux qu'il y a 4 ans. C'est le retour à la normale, c'est pas encore pour tout de suite, parce que j'ai toujours l'abéance tubaire dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on m'avait diagnostiqué juste après le vaccin. Et c'est quelque chose qui est éprouvant, parce que là aussi, j'entends ma voix qui résonne et tout. Bon, il y a aussi une opération, mais je veux pas trop non plus me précipiter. Voilà, ça va mieux. J'ai la chance que ça aille mieux. Ça me permet de revivre, pas tout à fait normalement, mais beaucoup mieux qu'il y a 4 ans. Et déjà, c'est positif. Et ça m'aide beaucoup, forcément. C'est terrible parce que je pense beaucoup à toutes les autres personnes qui ne sont pas dans mon cas. Et justement, je reste dans l'association parce que je pourrais dire, bon, bah maintenant, j'ai envie de passer à autre chose et tout. Non, j'ai commencé quelque chose avec cette prise de conscience que la vaccination, c'est pas un acte anodin, contrairement à ce qu'on nous fait croire que voilà, on peut se vacciner, c'est rien du tout, tout va bien se passer. Non, c'est plus sérieux que ça, beaucoup plus sérieux que ça. Et aujourd'hui, j'ai peut-être ce côté un peu militant, mais parce que justement, ce qui m'est arrivé, j'avais pas envie que ça arrive à d'autres. Je vais poser une question, on va remonter dans le passé. Avant le Covid, avant le vaccin, comment était votre vie? Si vous deviez nous parler de vous, votre personnalité, votre quotidien, vos émotions, vos rêves avant le Covid, parce qu'avant, j'imagine que vous aviez des projets, vous aviez des ambitions. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Comment c'était avant la deuxième dose, avant que je commence à avoir des problèmes liés à cette injection? Eh bien, c'était bien. Tout allait bien, ma santé. Vous savez, c'est un peu un cliché de dire quand la santé va, tout va, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Je veux dire, tant que vous n'avez rien, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Et le jour où il vous arrive une tuile, c'est là où vous commencez à prendre conscience de tout ça. Donc, j'étais bien, je travaillais, j'avais tout était réuni pour que je sois bien dans ma vie. Et puis, à partir du moment où c'est arrivé, forcément, j'ai perdu des choses. Alors, j'avais des projets, en particulier celui de déménager, parce que j'habite à 40 km de Dijon, et j'avais trouvé un travail 1 an et demi avant, à Dijon. Donc, je me disais, ça serait quand même bien que je sois à côté, ça me permettrait de voir mes amis aussi, voilà. Et puis, j'avais commencé à visiter des appartements, et puis, je trouvais pas grand-chose, mais je me disais, j'ai le temps. Et puis est arrivée la deuxième dose et son lot de problèmes qui s'en est suivi. Donc forcément, vous imaginez bien que mon idée de déménager, peut-être d'acheter un appartement à Dijon, c'est passé au 4e, c'est passé tout en bas de la pile des priorités. Et même, c'était quasiment impensable parce que j'avais plus l'énergie, j'avais plus l'envie, j'avais plus la force. J'avais tellement d'autres choses en tête que quelque part, j'avais l'impression que ma vie, il y avait déjà une partie de moi qui avait disparu. Tout ce que j'étais avant, c'était... alors, heureusement, aujourd'hui ça va mieux, donc j'ai un petit peu regagné, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont parties à ce moment-là, et cette insouciance, précisément, voilà, après, c'est la vie aussi, j'ai plus 25 ans, mais je pense quand même qu'on peut la garder longtemps, quand on va bien. Et ça a vraiment disparu et maintenant je suis devenu assez anxieux. Il faut bien reconnaître ce qui est. J'étais quand même je faisais assez attention à plein de choses auparavant, mais j'étais pas anxieux. Et maintenant, tout ça, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et je vous avouerai que si il y a un traitement ou quelque chose que je dois prendre, maintenant j'y pense. Je pense à tout ça, donc il y a toute la partie inconsciente, insouciante plus exactement, qui s'est un peu envolée. C'est pas si grave, là aussi je relativise par rapport à des personnes qui souffrent toujours gravement d'effets secondaires. Franchement, je m'estime chanceux. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de poser, que vous aimeriez bien que je vous pose? Je peux prendre un peu le temps de réfléchir là? Oui, bien sûr. Parce que pour le coup...
de quoi est-ce qu'on aurait pu parler? J'ai une question sur l'aspect social. Ouais. Est-ce que socialement ça vous exclut? Ah oui. Est-ce que ça vous a... Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est pas. Oui, c'est important, c'est ça. On va parler de ça. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre qu'on n'a pas évoqué? Ce qui a beaucoup, ce qui m'a un petit peu détruit, c'est principalement la disparition des rapports sociaux, parce que les acouphènes, c'est quelque chose qui vous isole totalement. Vous avez juste envie de vous prendre la tête entre les mains et de rester dans votre coin, parce que les gens ils comprennent pas ce qui vous arrive. Comme je vous disais, vous avez l'air en bonne santé, vous êtes physiquement, vous tenez debout, vous marchez, mais vous supportez plus le bruit, parce que je faisais de l'hyperacousie également. Donc le moindre bruit fort me faisait sursauter et me faisait littéralement mal dans les oreilles. Donc forcément, quand vous êtes comme ça, vous n'allez plus au cinéma, vous n'allez plus dans les endroits bruyants, vous n'allez plus dans les dîners, dans les restaurants, parce que les bruits des fourchettes à la cantine aussi, c'est insupportable. Après ça, ça augmente vos acouphènes, si vous voulez, c'est un cercle vicieux. Et comme ça génère de l'anxiété, et que l'anxiété est un terrain favorisant l'augmentation des acouphènes, voilà, on a fait la boucle est bouclée. Donc c'est pas comme ça qu'on va maintenir des relations sociales. Et mes amis, c'est pareil, je les ai tenus à distance parce que je voulais pas non plus leur imposer ça. Mais du coup, mes relations avec eux ont un peu évolué, forcément, pas forcément comme je l'aurais espéré. Donc je me suis éloigné. Et heureusement qu'il y a eu le collectif et qu'il y a l'association, parce que même si aujourd'hui je peux prendre un peu de recul par rapport à ça, puisque je vais mieux, c'est important dans tous les cas de ne pas rester seul. Moi j'ai eu au téléphone des personnes qui ont des acouphènes tels qu'ils ont plusieurs fois failli mettre fin à leur jour. Je ne pensais jamais être confronté à ça dans ma vie. Et ces personnes, j'ai bien senti comment moi j'étais potentiellement capable d'évoluer, et moi j'ai essayé de les soutenir au maximum, et je ne suis pas seul à faire ça bien sûr, mais l'importance d'une association comme ça, de groupe de victimes, c'est énorme, parce qu'on fait tout le travail que les autorités de santé ne font pas, et je pense qu'on va arriver, parce que en plus Mathieu, le président de l'association, il a ce tempérament-là. Et je pense qu'on va arriver à faire des choses. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans notre pays. Dans d'autres États dans le monde, on arrive quand même à des reconnaissances officielles. Et en France, on est encore loin du compte. Voilà. Dernière question. Et vous avez le droit de répondre par oui ou par non. Vous n'êtes pas obligé de développer, si vous avez envie. Normalement, l'administration d'un vaccin ou de toute substance dans le corps, elle doit être faite de façon libre et libre et éclairée. Est-ce que vous estimez que vous avez été vacciné en toute connaissance de cause, avec toutes les informations et de façon libre et éclairée? Alors oui ou non, est-ce que j'ai été vacciné en connaissance de cause et avec mon consentement? Ça va être difficile de répondre par oui ou non. Alors ça sera non, mais pas forcément comme vous pouvez le penser, c'est-à-dire que ça sera un non parce que en l'état des connaissances au moment où on a démarré cette campagne de vaccination, on ne savait pas. Et ça, j'en suis sûr et certain, parce que j'ai suivi les études médicales qui ont été publiées depuis. Au début, on nous disait « c'est impossible ». Un an après, l'OMS a émis un signal incriminant le vaccin Covid dans la survenue de problèmes auditifs. Et 2 ans après, les médecins, le monde médical a commencé à admettre qu'il y avait des cas d'effets secondaires auditifs liés à la vaccination. Donc vous voyez bien, c'est une question de temporalité. Le temps des victimes n'est pas le temps de la science. Quand vous êtes victime, vous savez tout de suite que quelque chose vous arrive, mais quand vous êtes scientifique, vous avez besoin d'études, de preuves, et ça prend du temps.
Voilà. Mais après, il y a aussi une part de mauvaise foi, hein. Faut bien le souligner. Dans tous les cas, moi je considère que non, je n'ai pas été vacciné en connaissance de cause parce que l'état des connaissances à ce moment-là ne le permettait pas, mais c'est là un système pernicieux qui nous laisse croire qu'en vaccinant des gens avec une substance qui a été mise sur le marché en moins d'1 an, c'est quelque chose de safe. Non, ça l'est pas. Alors on nous a rétorqué, oui, mais la technologie ARN, elle existe depuis 30 ans. Certes, mais regardez ce qui se passe pour les avions. Les avions, ça vole depuis 100 ans maintenant. Quand un nouvel Airbus sort, on ne le fabrique pas en 1 an. On fait des tests, ça dure des années, voire peut-être même 10 ans. C'est comme les vaccins. C'est pas parce qu'on sait faire voler des avions que le nouveau modèle d'Airbus va être fiable. Eh ben non, c'est pareil pour les vaccins. C'est ma comparaison en tout cas.